voulant te raconter à toi, mon frère Giovanni, ou à toi, Bartolomeo, une partie des souffrances que j'ai endurées aux frontières de l'Allemagne, j'ai publié ce petit ouvrage dont j'ai voulu qu'il porte pour titre, d'après son contenu, « Livret des peines ». Je remercie la fortune, mon frère, si elle t'a accordé d'ignorer que j'ai fait un long séjour en enfer et si tu ne l'apprends qu'au moment où j'en suis désormais ressorti. Alors cette ignorance, en cadeau de la fortune justement, aurait allégé ton cœur d'un amer souci. Mais voilà, apprends en 2 mots ce qui m'est arrivé comme ennui. Je quittai Constance à contre-cœur le 25 mars sous de mauvais auspices, à la suite de mon maître. De là, après avoir passé bien des jours à courir, disons plus exactement à fuir, à travers des montagnes pleines de neige et des vallées pleines d'eau, je fus capturé le 5 avril avec de nombreux compagnons. Il y a un bourg qui touche par sa zone sud à la Savoie, à la Bourgogne par l'ouest et à la Germanie par le nord comme par l'est. On l'appelle Neuchâtel. On m'y conduisit, m'y traîna plutôt. Du côté regardant vers l'ouest, il y a une tour flanquant la porte du château, avoisinant un grand lac qui touche l'enceinte du bourg, du côté où il voit la Savoie. Elle est haute de 60 coudées. À la 15e coudée, elle a une porte qui grince sur ses battants de fer dont le bruit, à l'ouverture ou à la fermeture, retentit aisément aux oreilles de toute cette bourgade. Elle comporte 3 paliers. Au premier d'entre eux se trouve une ouverture par laquelle on descend au sous-sol de la tour en question, en y installant préalablement une échelle de 18 barreaux. Au 3e palier, un assemblage de poutres épaisses forme une sorte de cage très sombre. Toutefois, par une ouverture de 4 doigts sur 4, un peu de lumière y pénètre, que cette ouverture reçoit d'une petite fenêtre de la tour. C'est à cette tour qu'on nous emmène, les 8. Je suis resté dans la tour en question, parfois jour et nuit dans le sous-sol puant, sombre, humide et plein de miasmes. La table, tout comme la litière qui nous tenait lieu de plume, se trouvait juste à côté du lieu où nous nous soulagions. Ainsi, écœuré, après avoir pris conscience du fait que tout le monde me tenait pour abandonné, je me mis à réfléchir à un moyen, à un plan qui me permettrait d'échapper à des peines si lourdes. Et alors que j'imaginais toutes sortes de stratagèmes, voici celui qui emporta ma préférence. Après avoir retiré, unissant force et réflexion, de nombreuses pierres, je fis sortir un de mes compagnons par l'ouverture qu'on sait, avec mission de chercher les clés, et quand il les aurait trouvées, d'ouvrir la porte de la tour. Mais mon brave compagnon, sans se souvenir de moi, s'élançait à l'extérieur des murs du château, en sautant comme il put d'une fenêtre très haute, nous condamnant à mort, mon autre compagnon et moi. Alors moi, redoutant le danger à venir, je me remets à attaquer l'ouverture et à grand renfort d'énergie et de réflexion, j'en arrachai 3 pierres supplémentaires. Puis vêtu de ma seule chemise, je sortis tout en m'écorchant affreusement en 10 endroits à cause des aspérités mordantes et sautai par la fenêtre en question. Ensuite, sans me faire remarquer de personne, je pénétrai dans une vigne et comme un sot, je restais à attendre mon autre compagnon. Mais lui, s'apercevant qu'il ne pouvait pas emporter son baluchon, grimpa alors, le lâche, au sommet de la tour d'où il n'arrêtait pas d'appeler à grands cris le gardien de la prison, faisait savoir la fuite de ses compagnons et, ce qui est plus condamnable, la faisait voir. Les gens accourent. Je boitais, mais je me fiais tout de même assez à mes pieds pour me mettre à courir. Tout le monde était à ma poursuite. Il m'était facile, dans ma fuite en simple chemise, de vaincre tout le monde à la course. Mais voici que prenant la tête, une quantité de cavaliers gagnèrent au galop le sommet de sorte de colline. Il ne se présentait aucune possibilité d'échapper à leur regard par la fuite. Il y a une tranchée large, profonde et longue, envahie de buissons, de petits arbres et de fourrés épais. J'avais l'impression que pour se cacher, l'endroit était tout indiqué et s'offrait bien à propos. J'y descendis, puis pour contourner mes poursuivants et les égarer en usant de ruses, je parcourus à 4 pattes environ à demi-mille en direction du château le long du cours d'eau, m'abritant de branches feuillues sans que personne ne me remarque. Mais mon fidèle compagnon, du haut de la tour, me voyant descendre dans le fossé, le fit savoir du geste et de la voix à mes poursuivants. Ainsi donc, ils revinrent tous sur leurs pas et me cherchaient partout dans les buissons où j'étais caché. Et comme beaucoup passaient tout près sans me trouver, je voyais poindre l'espoir que tout danger était derrière moi. Mais finalement, quelqu'un me marcha par hasard sur la jambe en passant.
Il hésita longtemps à révéler ma présence et me dit d'abord « Donnez-moi votre argent et je vous sauverai !» Ensuite, voyant que j'étais sans argent, ne se fiant pas aux promesses par lesquelles j'exprimais ma volonté de lui verser 20 ducats à Lausanne, il m'ordonna « Lève-toi !» Je me levai. Alors, le groupe de gens qui me cherchaient me vit et se massa d'un coup autour de moi en poussant de grands cris. L'un criait qu'on devait me garder en vie, d'autres menaçaient de me donner un coup de lance, d'épée, de gourdin ou de poing, c'était selon. Un tel prétendait que je méritais d'être pendu pour avoir démoli la prison, tel autre jugeait que je devais finir mes jours dans l'ouverture que j'avais pratiquée. Et après, on m'enferma dans la cage évoquée plus haut. C'est là que j'ai passé 40 jours et autant de nuits d'affilée à mener un combat dans le noir contre la vermine qui s'attache en général aux prisonniers et aux pauvres gens. Si les puces que j'avais écrasées à la surface de mon corps et fait rouler entre mes doigts avaient été de la laine, j'en aurais facilement filé 2 ballots, parmi les plus grands de ceux qu'on déchargeait jadis sur la place del Carrobio à Bologne. L'arithmétique elle-même, avec ses chiffres, aurait peine à venir à bout de la quantité de celles-ci et des autres vermines que j'ai écrasées. Là, pendant mon sommeil et parfois aussi quand j'étais réveillé, quelle foule de spectres j'ai vus, et quelles horribles apparitions. Jamais les sens n'en ont produit de pareilles. Quelles menaces j'ai entendues dont on me foudroyait. Quelle peine, quelle quantité de peine j'ai enduré là-bas. Il m'est pénible de me le rappeler. C'était là, mon frère, les épreuves, les pensées et l'écriture qui m'occupaient lorsque la journée du 25 novembre m'a rendu à moi-même comme à toi. Pour avoir traversé des douleurs et privations physiques et des angoisses de l'âme, j'ai subi une grande métamorphose intérieure et extérieure. Ma pelisse s'est usée jusqu'à la corde. L'homme bien portant que j'étais s'est changé en loque. Le jeune homme en vieillard. Mais c'est là une perte légère. Par contre, ce qui suit est grave et irrémédiable. Mes cheveux noirs ont viré au blanc. Le corbeau s'est changé en cygne. Ma vue et mon ouïe ont baissé. Des 5616 heures que j'ai passées en prison, j'en ai dénombré plus de 5000 à séjourner dans les ténèbres. Les autres, c'est le sommeil ou un immense souci qui me les ont volées.